Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui une rencontre à la librairie Ombre Blanche avec le psychiatre et psychanalyste toulousain Michel Bousséroux, membre de l'école de psychanalyse des forums du Champ Lacanien, vendredi 3 avril 2026. Il y présentait son ouvrage paru aux éditions Nouvelles du Champ Lacanien, intitulé « Lacan, c'est du chinois ?» Pulsion, fantasme, structure, en dialogue avec Dominique Martin. Bonsoir, je comprends que vous soyez venus aussi nombreux pour découvrir le dernier ouvrage de Michel Bousséroux. Nous allons commencer, nous commençons tout de suite. Donc je suis très heureux de vous présenter le dernier livre du meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France dans son genre, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas encore ouvert le livre de Michel Bousséroux, vous comprendrez tout de suite. Une fois de plus, tu pousses les psychanalystes, tu nous pousses aux confins de la pensée de la psychanalyse. Lacan, c'est du chinois. Donc je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est la deuxième partie d'un livre qui en comporte 3, puisque ce titre nous plonge d'emblée dans une question un peu vertigineuse. La réponse ne va pas tout à fait de soi. En effet, Lacan, nous rappelles-tu, suppose être devenu lacanien parce qu'autrefois, en 1940 et pendant toute la guerre, il a appris le chinois. Et il s'est remis au chinois, comme en témoignent les séminaires 18, c'est ça, d'un discours qui ne serait pas du semblant, puisque c'est là que Lacan dit que sûrement il est devenu lacanien parce qu'il a étudié autrefois le chinois. Donc, durant le séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, on a le sentiment qu'il se replonge dans des questions relatives à l'écriture chinoise, et on en trouve encore la trace dans le séminaire 24, l'Insu, où il collabore avec François Cheng. Donc ça veut dire que c'est une deuxième période encore riche d'apprentissage. La raison de l'intérêt de Lacan pour la langue chinoise tient à ce qui touche au lien entre le signifiant et l'écrit. C'est ce que tu supposes, Michel. Et c'est vrai que le chinois est sans doute la langue écrite la plus esthétique, peut-être, mais sûrement la plus complexe à écrire, mais aussi une des langues les plus difficiles à prononcer, comme tu nous l'enseignes dans ton livre. Je t'interromps, oui. S'il te plaît. Oui. Juste à ce propos, il est vrai que selon l'UNESCO, la langue la plus difficile au monde à parler, c'est le chinois. La langue la plus difficile au monde à lire, c'est l'arabe. Grosse différence. Oui, oui. Hein. Et puis, les langues les plus compliquées, après qui viennent, ce sont le finnois et le hongrois. Merci pour ces précisions. Et sans doute, penses-tu, que l'étude du chinois a conduit Lacan à trancher sur une question qu'il interroge donc depuis plusieurs années, les rapports du signifiant et de l'écriture. Et donc il va finir par trancher dans l'étourdi, dans l'iturateur, pour considérer que le signifiant est premier par rapport à l'écriture. Alors qu'il n'a pas toujours soutenu cette idée. Et si c'était du chinois, donc, Lacan, on ne comprendrait pas pour quelle raison tu te serais astreint pendant toute une année à donner, je cite, 4 visioconférences en l'intention de praticiens chinois de la psychanalyse que la topologie en intention avec un S intéresse. Et ceci entre le mois d'avril 2024 et 2025, c'est-à-dire à peu près durant toute une année. Ces conférences qu'on retrouve réécrites pour l'occasion dans la deuxième partie de cet ouvrage.
Comment ils ont fait pour te trouver, au fait, ces Chinois? Comment ils ont fait pour te trouver? Je vais vous raconter. Ah ouais, mais vas-y. Et je poursuivrai. Alors c'est très drôle. Un jour, je discutais avec Jean-Jacques Gourog et Françoise Gourog, qui m'ont dit, mais il faut absolument que je te fasse connaître un Chinois qui enseigne en Chine et qui rassemble énormément de monde autour des lacaniens, de psychanalystes lacaniens praticiens en Chine. Ah bon, je lui dis, mais oui, ils sont très nombreux. On est allé plusieurs fois faire des conférences et des colloques, et j'aimerais bien te le faire connaître. Et je pense qu'il serait très intéressé de te rencontrer. Et donc c'est comme ça que j'ai été contacté quelques semaines après par un monsieur qui s'appelle Ang Pan. Ang Pan, qui est un docteur en psychanalyse, il a un doctorat de psychanalyse sur Lacan et le taoïsme, et Lao Tzu, le Tao de King, donc, qui a fait une très très grosse thèse à Paris avec Christian Hoffman comme directeur de thèse, ainsi que Françoise Gourog, Sidi Ascofaré aussi, et donc qui a fait cette thèse et qui m'a contacté en me disant, écoutez, j'aimerais vraiment beaucoup, si vous voulez bien l'accepter, que vous fassiez un séminaire, que vous ne veniez pas en Chine, bien sûr c'est un peu compliqué, mais que vous fassiez un séminaire par Zoom avec nous. On est un certain nombre de psychanalystes, de praticiens qui s'intéressent beaucoup à Lacan et tout spécialement qui voudraient avoir votre éclairage sur la topologie. Alors, des Chinois me demandent alors expliquer la topologie de Lacan, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus chinois chez Lacan. Voilà, exactement. Donc, c'est comme ça que c'est parti et que je me suis embarqué dans 4, d'ailleurs il faudrait que je continue, 4 visioconférences pour lui expliquer premièrement quel était le remaniement que faisait Lacan sur les questions des psychoses à partir de la topologie, et les nœuds en particulier. Ensuite, sur la topologie du miroir et de l'objet petit a. Ensuite, sur la topologie de la réalité et de la perte de la réalité dans la psychose. Et voilà, c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis retrouvé à vouloir expliquer ce qu'il y a de plus compliqué à expliquer, et en plus à des Chinois, ne parlant pas moi-même chinois, n'ayant jamais appris quoi que ce soit du chinois. Tu imagines un peu la difficulté que ça a été. Alors, ça a été des rencontres extraordinaires où, bien entendu, j'ai eu une quantité de questions que je n'ai pas jamais en France, sur la topologie, sur ce que j'avançais, et ça a été fantastique parce qu'il a fallu que j'explique en long, en large et en travers, et plus que ça même, en oblique, parce que les Chinois, c'est très oblique. Donc là, j'ai eu beaucoup à faire, et surtout à rencontrer des gens qui étaient, mais quand même, au top de l'enseignement de Lacan, en Chine, à côté de Canton, à l'université de Guangzhou, qui est fantastique, où il y a vraiment une école de psychanalyse lacanienne, qui s'appelle l'école psychanalytique du savoir-y-faire. Ils ont créé cette école de psychanalyse en 2000, il n'y a pas longtemps, en 2010. Et donc, ils font un travail fabuleux. Et il y avait 500 personnes qui étaient en Zoom quand j'étais en liaison, des psychiatres, des psychologues, des gens qui me posaient une multitude de questions. Donc, ça a été quand même une confrontation sérieuse. Oui, mais c'est magnifique parce que je crois qu'on en recueille les fruits dans ton livre, puisque tu as réécrit ces 4 conférences. L'intention avec un S est un terme de logique qui est utilisé pour essayer de caractériser l'ensemble des éléments d'un concept. Et ici, c'est la topologie. Et c'est bien l'intention avec un T
que tu as eue de donner un aperçu de l'ensemble des éléments qui constituent la topologie élaborée par Lacan pour penser la psychanalyse. Et la topologie, tu viens de le dire, c'est notre chinois à nous. Car la topologie forgée par Lacan est ce qui s'impose de la structure comme écrit à ne pas être lu, à ne pas à lire, mais à manier selon la logique qui lui est propre. Elle est ce qui s'écrit de la structure du langage. Et cette démarche, qui est la tienne donc dans cet ouvrage, dans ton ouvrage, repose sur une thèse forte de Lacan, qui identifie la structure à la topologie. Je crois que nous avons, jusqu'à présent, en tout cas, je parle pour moi, bien assimilé que l'enseignement de Lacan, c'est tout simplement le langage. Il lui est arrivé de soutenir cette idée à propos de son enseignement en disant « Mon enseignement, c'est le langage et absolument rien d'autre ». Et c'est vrai que ces deux termes, structure et langage, Lacan les emploie souvent l'un pour l'autre, comme deux termes parfaitement équivalents. Par ailleurs, il me semble qu'il est également admis l'existence d'un écart entre ce qui s'apprend de la pratique et ce qui s'apprend de la structure, depuis que Lacan l'a formulé en 1972 dans son fameux texte « L'étourdi ». Je cite Lacan dans L'étourdi. « Il s'agit de structure, soit de ce qui ne s'apprend pas de la pratique ». Cet écart, on le vérifie d'ailleurs très sensiblement lors de la passe à l'analyste. Quand l'analysant vient à occuper la place de l'analyste, Lacan, dans son discours à l'EFP, dit bien qu'à ce moment-là, l'analysant, le nouvel analyste, a encore tout à apprendre sur ce qui permet l'opération analytique. Et d'ailleurs, je crois que nous n'aurions pas besoin de travailler comme nous le faisons un vendredi soir. Ce vendredi soir, une fois notre analyse terminée, la veille de Pâques, j'allais le dire. Une fois notre analyse terminée, la veille de Pâques ou pas, si nous pouvions nous appuyer sur notre seule expérience clinique pour penser notre pratique et espérer en transmettre quoi que ce soit. Je crois que ça relève aussi de la question de la transmission, le fait de devoir continuer à apprendre et à travailler pour interroger ce qu'est la structure. Mais la thèse de L'étourdi avance encore une thèse beaucoup plus précise, et j'ai presque envie de dire radicale, qui fait la trame de tout le livre de Michel Bousséroux. Je cite à nouveau L'étourdi. « La topologie, écrit Lacan, n'est pas faite pour nous guider dans la structure. Cette structure, elle l'est. » Donc structure et topologie sont solidairement identiques. Et c'est pourquoi je crois que tu as choisi de donner comme titre à la deuxième partie de ton ouvrage topologie égale structure, avec le signe mathématique, égale. Ah. Et c'est dans cette partie donc, que tu reprends et que tu as réécrit les 4 visioconférences à destination de cliniciens chinois. Dans cette partie, donc, tu y présentes les résultats élaborés par Lacan sur les nœuds borroméens pour aborder les différentes structures cliniques. Et c'est vrai qu'il y a dans ces passages, dans cette partie composée de 4 conférences, un grand effort didactique qui rend extrêmement lisible ce chinois-là de Lacan qu'est la topologie. Donc tu te sers des nœuds borroméens pour aborder les différentes structures cliniques que tu présentes, schéma à l'appui. Et tu présentes ensuite la topologie des surfaces avant d'en venir à la topologie des étoffes pour faire ressortir une autre thèse de Lacan sur le fantasme comme ce qui fait le cadre de la réalité du sujet et comme ce qui constitue le réel d'un sujet. Et donc on arrive avec cette question que tu ne cesses de traquer au travers de la topologie, le réel, à la 3e dernière partie, qui s'intitule « L'épreuve,
les preuves, en 2 mots. Le réel qui s'apprend de la clinique, nous rappelles-tu, et qui relève en dernière instance du symptôme irréductible, diffère du réel qui s'apprend de la topologie, qui tient à ce qui se prouve comme impossible. Et c'est ici que l'éthique du psychanalyste est requise par Michel Bousséroux, qui reprend avec bonheur différents cas cliniques. Tu soulignes la dimension de l'acte analytique qui force le fantasme à livrer son réel. Et je trouve que tu insistes beaucoup sur cette notion de forçage propre à l'acte analytique pour extraire l'objet A, véritable raison d'être de la psychanalyse, à savoir opérer sur le fantasme par extraction de l'objet A via l'interprétation. Je dis ça en me rappelant que tu as déjà écrit et que tu es déjà intervenu sur le devoir d'interprétation du psychanalyste. C'est-à-dire que dans cette partie, ce qui m'a arrêté, c'est cette volonté d'aiguiser la question éthique du psychanalyste. Et c'est la raison donc de l'intitulé de cette 3e partie, les preuves en 2 mots. Il s'agit de prouver le réel que la clinique tente de cerner, preuve apportée par le cas éclairé par la logique de la structure. On y retrouve Joyce, l'homme au loup, les cas de Serge Leclerc, l'Aimé de Lacan, etc. D'une manière assez abondante. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur cette partie ? Ouais. Apporter une précision, une contradiction ? Non, pas encore. Bon, pas encore. Je dis pas encore parce que je me suis risqué à une lecture de la première partie que je n'ai pas évoquée encore, puisque je n'ai pas parlé d'un des termes du titre qui concerne la pulsion. Puisque Lacan, c'est du chinois, la pulsion, le fantasme, la structure. Je n'ai pas encore parlé de la pulsion. La pulsion qui est pourtant abordée dès le 1er chapitre et qui parcourt l'ensemble de ton livre, jusqu'à son chapitre conclusif, le tout dernier. Il ouvre un lien clinique et considération théorique sur la pulsion de mort, avec le cas présenté par Serge Leclerc. Et il se termine, ton livre, en proposant un 5e objet pulsionnel, la douleur, comme Lacan l'introduit en 1978 dans sa conférence italienne. Mais je crois que tu es devenu un peu italien, puisque tout à l'heure j'ai découvert que le 18 avril, tu serais donc à Rome, c'est ça. Tu es un peu italien, je trouve. En tout cas, tu dois fréquenter quelqu'un d'italien. Donc, dans cette conférence, en Italie, Lacan introduit un 5e objet pulsionnel. Et cette conférence s'intitule « La psychanalyse dans sa référence au rapport sexuel ». Et je trouve que cette petite référence sur le 5e élément, moi je ne l'avais pas relevée, et je trouve qu'elle est rarement commentée et passe inaperçue. Ça n'a jamais été commenté. C'est la première fois que j'entends parler de ce petit passage de cette conférence en Italie, que je pense qu'il fallait vraiment y prêter attention, parce que ça me paraît très, 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 très important de prendre en compte cette petite remarque de Lacan qui a des conséquences considérables pour la psychanalyse. C'est ce que j'ai écrit dans la brève que j'allais donner à publier, parce que effectivement, comme toi, c'est la première fois que j'en entends parler. Sauf que c'est toi qui en parles. Donc il me semble y avoir dans ce livre un bouclage topologique qui va du début de la première partie à la fin de la 3e et dernière partie, que je te propose de lire ou de relire en les reliant bord à bord par les 2 objets de la pulsion que tu évoques. Et là, je me risque à une lecture. Voilà, je ne sais pas ce que tu vas en penser, tu me diras. Tu nous rappelles dès le départ que le psychanalyste, dans la première partie du livre, que le psychanalyste doit être curieux de la naissance de la parole chez un sujet. Ton chapitre sur la pratique analytique de Marie-Christine Laznik auprès de bébés à haut risque autistiques, que tu apportes et éclaires d'une façon lumineuse,
te conduit à formuler une hypothèse. Tu te demandes et tu y réponds, tu te demandes si la prosodie de la mère, ce mamané, j'ai été entendu sur une conférence où tu parles mamané. Ah oui. Ce mamané qu'elle parle à son tout petit, à son bébé, d'une façon impliquée pulsionnellement. Tu te demandes donc si cette prosodie ne serait pas le premier objet de la pulsion orale. Premier objet de la pulsion orale, c'est ce que tu as écrit avant même la première tétée. J'ai trouvé ça assez audacieux. Oui. Tu démontres, du moins c'est ce que j'ai lu dans ces pages, que la langue portée par la mère, sa prosopée à distinguer de sa musicalité, s'incorpore à la condition que le bébé se fasse sujet de la pulsion déchirée du besoin. On sait la place accordée par Lacan à la dimension du se faire de la pulsion conçue comme le chant de la jouissance qui, pour l'être parlant, vient à la place de la jouissance sexuelle. Ça, c'est tout l'enseignement du séminaire 11 de Lacan, déjà. Comme tu nous le rappelles à la fin de ton livre, Lacan, dans sa conférence italienne, revisite le chant des jouissances pour relever, comme il a eu d'autres occasions de le faire, elles ne t'ont pas échappé, flot urinaire, phonème, rien, d'ajouter un nouvel objet, la souffrance, comme cause du désir. Et tu termines ce chapitre de ton livre, le 5e objet, la preuve par l'épine, en illustrant ce réel de la douleur comme cause du désir par un poème de Charles Baudelaire, Recueillement, que tu cites en entier. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une collègue, Cathy Barnier, a attiré mon attention sur La voix humaine, un livre de Giorgio Agamben qui vient à peine d'être traduit au mois de janvier en français. Il avance une thèse venue se superposer à ma lecture de ton livre. J'étais parasité avec cet autre ouvrage. Agamben s'arrête sur un élément de la grammaire, le vocatif qu'on entend dans le poème « Ô ma douleur », ce fameux « ô », considéré comme le cas de l'appel ou de l'apostrophe. Agamben en fait un élément hors langage, mais inhérent à la langue, ce qui l'amène, tout au long de son enquête philosophique, à considérer, comme tu nous rappelles que c'est la thèse finale de Lacan, que l'écriture est seconde par rapport à la parole. Et donc je voudrais là lire un passage de ce livre que peut-être tu pourras découvrir toi en italien, à Rome, directement, sans la traduction en français. Donc je cite Agamben, c'est un peu long, mais il me semble que ça peut entrer en résonance. On verra, c'est à discuter. Se situant dans la scission entre sémiotique et sémantique, ça c'est l'enseignement de Saussure. La linguistique distingue sémiotique et sémantique, le signe et la signification. Se situant dans la scission entre sémiotique et sémantique, entre lexique et discours, le vocatif appelle le nom, nom, pour le restituer à son lieu originaire. Non pas le nom en tant qu'il entre, tombe, dans les relations syntaxiques d'un discours qui dit quelque chose de quelque chose, mais le nom dans son acte de pur appel. Pour ainsi dire, le factum nominis, ou plutôt le factum vocis. Dans le vocatif apparaît donc un troisième plan du langage, qui n'est ni le plan sémantique, ni le plan sémiotique, ni un lexique, ni un discours, et c'est sur ce seuil que pourrait se situer quelque chose comme une voix, si nous appelons ainsi non pas un simple fait sonore, mais une autre dimension du langage humain. Tout comme toi, est-ce que tu veux dire un mot de ce passage d'Agamben, avant que je poursuive? Donc je poursuis. Tout comme toi qui argumente dans ton livre contre Derrida, Agamben écrit encore,
je cite, « Si la voix est exclue et refoulée du langage, c'est dans la mesure où l'écriture l'a capturée et incluse dans les lettres. La lettre est un précipité du signifiant, elle est seconde. » C'est moi qui ajoute ça. Donc le philosophe note effectivement l'implication du voir dans l'écriture qui vient à la place de la voix comme un changement notable qui laisse cette dernière, la voix donc, en arrière. C'est ce qu'il conduit à dire, je cite à nouveau, pour terminer Agamben, « Le sujet parlant est tout aussi scindé que l'est sa langue. » Donc en lisant ces pages, avec ton livre en tête, en me demandant bien comment je pourrais en parler, je me suis demandé si effectivement, dans sa topologie triple, que tu présentes d'une façon très, très claire, je trouve, pour une fois, je le dis tout bas, sa topologie triple, donc nœud, surface et étoffe, je me demande si Lacan ne cherche pas à saisir ce qui de la voix échappe au sujet pour organiser le champ de ses jouissances pulsionnelles, comme le nouveau-né surgit au langage de perdre ce premier objet que tu suggères être la prosodie singulière et poétique de la parole qui lui est adressée par sa mère. La question que je suis venu débattre, parce que moi je suis venu présenter le livre de Michel, mais pour en recueillir encore quelque chose d'autre, que j'espère apprendre ce soir. Est-ce que tu considères que les objets topologiques de Lacan tentent de donner à voir, si tant est que ces objets soient faits pour être vus? Est-ce que c'est tout l'embarras, l'ambiguïté de ces objets? Donc, est-ce que tu considères que les objets topologiques de Lacan tentent de donner à voir cette voix perdue qui constitue l'être parlant et qui ordonne le champ magnétique de ses pulsions? Je rappelle que lorsque Lacan dit que la topologie c'est la structure, il précise, et je cite entièrement le passage de l'étourdi. La topologie n'est pas faite pour nous guider dans la structure. Cette structure, elle l'est, comme rétroaction de l'ordre de chaîne dont consiste le langage. La structure, c'est l'asphérique recélé dans l'articulation langagière en tant qu'un sujet, qu'un effet de sujet sans saisie. Comme on dit que la langue, que le rapport d'un sujet à la langue structure sa parole, peut-on soutenir que le langage topologise, le verbe n'existe pas, mais il faudrait l'inventer, que le langage topologise la parole? Cette fois, je pose cette question en pensant au thème du séminaire de notre école de cette année, qui a proposé de travailler sur les aphorismes de Lacan, qui, me semble-t-il, sont des éléments langagiers articulés de façon topologique. Je te demande de refuser ce que je t'offre parce que c'est pas ça. C'est un nœud de signification. Voilà, j'aimerais avoir ton avis sur Agamben, la voix. Oui, aïe, aïe. Oui, écoute, merci vraiment de tout cœur pour ce que tu viens de lire et d'écrire, bien sûr, puisque tu l'as écrit. Et ta question, bien sûr, je vais essayer d'y répondre, et un petit peu en tout cas, parce que c'est une vraie question. Alors, effectivement, tu relèves très bien que du début à la fin, d'un bout à l'autre de ce bouquin, il y a par les deux bouts la question de la pulsion. La question fondamentale pour la psychanalyse de la pulsion, un des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, nous dit Lacan. Et donc, à un premier bout, la pulsion de mort au sens où Lacan en parle, comme étant, ainsi que Serge Leclerc, bien sûr, ainsi qu'étant intrinsèquement lié à la vie, et même à ce qui rend la vie vivante. Ça, paradoxalement, la pulsion de mort, c'est ce qui nous rend la vie le plus vivante. C'est quand même ça qui est à retenir.
Et donc la pulsion de mort au sens lacanien, qui est foncière à toute pulsion partielle, et puis ce qu'à l'autre bout, j'ai situé du côté de la douleur comme cinquième objet algique, du sujet du désir. Alors, et de la jouissance. Alors, comme je trouve très, très, très bien que tu aies fait le pont avec Agamben pour me lancer la balle et pour relancer ce que j'essaye de dire, parce que j'ai une immense estime pour Agamben, que je considère comme être le philosophe contemporain, actuel, vivant, le plus proche de Lacan, avec peut-être Paul Audy aussi, qui sont les deux philosophes, à mon sens, qui ont une grande proximité de pensée avec Lacan. Donc je te sais gré d'avoir pris soin de parler de ce livre d'Agamben sur la question de la voix et précisément du vocatif. Alors ça me plaît beaucoup, ce que tu relèves du vocatif, à propos de justement ce poème que tu as été chercher dans le début du poème de Baudelaire, qui est le recueillement, où il commence ainsi « Oh, ma douleur !» Précisément, c'est « Sois sage, oh, ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. » Tout est dit sur le rapport du sujet à sa douleur, la sienne, à lui. Donc, le vocatif, c'est ce « oh » avec ce chapeau, cet accent circonflexe qui change tout. Parce que c'est une question d'accent. Le vocatif et la douleur. C'est ce qui met de l'accent dans notre vie pulsionnelle. Il y a du haut dans toute pulsion. Oh là là, oui. Oh, oh ma pulsion. C'est un peu ça dont il est question. Chaque fois qu'on est aux prises avec du pulsionnel, quel qu'il soit, oral, anal, scopique, invoquant, il y a toujours du « oh !» Point de suspension. Donc, le vocatif, c'est l'accent. C'est l'accent même, c'est-à-dire c'est une question dans l'écriture de quelque chose qui se fait entendre autrement. Ça change tout. Si on enlève l'accent circonflexe sur le haut, ça devient un oh, oh, oh. Mais oh, ça c'est autre chose. C'est le premier cri. Le cri primal, le premier cri du bébé qui vient d'en naître, il y a quelque chose du oh là, où je suis, où je me trouve, la bordette de merde. C'est ça quand même. Donc, il y a du haut dès que nous naissons. Et quand nous mourrons aussi. Et c'est un autre haut bien plus ralent que ça. Alors là, l'écriture nous indique qu'il faut mettre l'accent pour que quelque chose s'entende de ce qui est inaudible. Et c'est toute la question de l'écriture chinoise, toute la question de la langue chinoise. C'est pour ça que j'ai le point de gravité de ce livre, c'est bien le chinois. C'est le signifiant chinois, c'est ce qu'est le chinois pour Lacan. Ça, c'est le centre de gravité de ce livre et sa force d'attraction, au sens gravitationnel, c'est ce qui m'a attiré dans tout ce que j'ai essayé de dire, c'est ce rapport de Lacan au chinois. Comme tu l'as dit, Lacan se permet de dire en 71, c'est-à-dire quand même quand il avait un certain âge et une certaine avancée dans la psychanalyse, que
Ce n'est que. Hein, ce n'est que. Il y a le que. Hein. Il a appris le chinois en 1940. Il était déjà psychanalyste, jeune, tout jeune psychanalyste. Il a pris l'idée absolument farfelue d'aller pendant la guerre passer 4 ans à l'école des langues orientales en face de chez lui, rue de Lille, juste en face. Il s'est précipité dans des langues pour se mettre comme un fou à étudier le chinois. Alors ça m'a quand même interloqué, et ça interloque tout le monde. Qu'est-ce qui a pris à Lacan de s'intéresser à ce point à apprendre à faire du chinois, hein. Et il dit en plus, je ne suis lacanien que parce que j'ai fait du chinois autrefois. Cette phrase vaut la peine quand même qu'on s'y arrête. Je ne suis lacanien et non pas freudien. Là, il se dit lacanien, alors que bien des fois, il s'est dit freudien. Mais lacanien que parce qu'il a fait du chinois. Ça mérite quand même qu'on se demande pourquoi. Pourquoi considère-t-il qu'il n'est lacanien que parce qu'il a fait du chinois? J'essaye de répondre à cette question à divers moments de ce livre. Mais c'est la question fondamentale pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'être lacanien pour Lacan? C'est ça. C'est rencontrer, se frotter à la question de qu'est-ce que c'est que le chinois. Qu'est-ce que ça a de différent qui nous apprend quelque chose de nouveau sur la psychanalyse. À savoir que pour nous occidentés, malheureusement occidentés, occidés même parfois, pour nous, comment ça se fait avec notre pauvre langue alphabétisée, l'alphabet, avec nos 26 lettres, pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas pour comprendre l'incidence du signifiant dans la psychanalyse et dans l'inconscient. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il découvre Lacan avec le chinois qu'il s'agit d'autre chose que ce qui se passe avec les langues alphabétiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il se passe que le caractère chinois, c'est quelque chose de tout à fait particulier et original qui fait que chaque caractère chinois, et il y en a un certain nombre de milliers, qu'il faut se farcir quand on veut parler le chinois et l'écrire. Le caractère chinois, un caractère chinois, c'est un mot. Pas un mot, 4 mots, 8 mots. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre l'écriture chinoise tant qu'on ne connaît pas la prononciation. Quand on ne sait pas prononcer ce qui est écrit avec des caractères chinois. On ne peut pas, ça reste complètement muet, cette écriture. Il faut savoir la prononcer. Et pour la prononcer, il faut connaître quoi? Pas seulement quelle est la phonation, la phonétisation de ce fameux caractère. Mais il faut connaître la tonalité. Tu as pu t'en apercevoir. L'important dans le chinois, c'est qu'à chaque son, il y a 4 tons. 4 tons différents. Et pour les prononcer, c'est pas commode pour un occidentais. Même, c'est quasiment casse-gueule. Très difficile de parler chinois quand on est occidentais. Donc, là, Lacan fait l'épreuve de ça. Pendant 4 ans, il fait l'épreuve de cette difficulté incroyable qu'il y a à savoir arriver à parler un petit peu ce qu'il lisait
de quelques phrases, petites phrases, écrites en chinois. Et là, il s'aperçoit que là, il y a quelque chose à attraper de ce que c'est que le signifiant. Le signifiant, ce n'est pas la linguistique qui nous l'apprend. Contrairement à ce qu'il a pu espérer, à fréquenter ce cher Jacobson et d'autres, le signifiant, il s'attrape avec la question de la modulation tonale. Comment on module cette putain de langue complètement chinoise et chinoiseuse avec des tons. Et là, il généralise la question du signifiant à partir de là. Et non seulement ça, mais il va découvrir que, contrairement à ce que soutient ce pauvre Jacques Derrida, je dis pauvre, bon, c'est condescendant, mais j'ai une certaine estime pour l'œuvre de Derrida, mais malheureusement, il y a eu un discord total entre Lacan et Derrida sur la question de la lettre et de l'écrit. Et c'est avec le chinois que Lacan va ferrailler, ou plutôt va ne plus parler avec ce cher Derrida, parce qu'il a compris que ce n'est pas la peine de s'épuiser à polémiquer sur la question de l'archi-écriture. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que le chinois, c'est ce qui démontre que ce qui est premier, ce n'est pas la lettre, c'est la parole. La parole, le verbe, précède et première par rapport à l'écrit, ce qui est le contraire absolu de ce que s'acharne à démontrer Derrida. Ça, c'est un point de divergence fondamentale entre la psychanalyse vue par Derrida et la psychanalyse vue par Lacan. Je peux dire juste un petit mot. Effectivement, dans le livre d'Agamben, il y a plusieurs éléments qui viennent pour contester les propositions de Derrida, donc. Et quand je dis que j'ai été parasité, c'est parce que je lisais d'un côté La voix humaine avec le propos d'Agamben qui s'opposait à Derrida en faisant des objections tout à fait convaincantes. Et je lisais de ton côté le différend entre Lacan et Derrida que tu rapportais et que tu éclairais en précisant ce que Lacan n'a jamais fait, de considérer que c'était par sa pratique de la langue chinoise qu'il contestait Derrida. Ça, c'est toi qui considère la chose comme ça. Voilà. Lacan ne cite jamais Derrida, même pas son nom, sauf une fois dans le séminaire sur Joyce, donc très tardivement. Donc il y a une sorte de mépris, disons-le, de Lacan à l'égard de Derrida. Et il y a une sorte de vexation fondamentale de Derrida vis-à-vis de Lacan, qui s'est estimé en quelque sorte maltraité par lui, en raison du fait que lorsqu'ils se sont rencontrés à Baltimore, en 1968, lors d'un colloque, il lui a fait une petite confidence, Derrida, à propos de son histoire personnelle et de son rapport à son fils, qui avait 4 ans. Il a raconté, fait part d'une confidence que Lacan a saisie pour l'égratigner de sa plume dans un texte écrit de 6-7 où il reprend ce qu'il lui avait dit à propos du rapport de père à fils qui était le sien, Derrida, par rapport à son fils qui est devenu un écrivain aussi, qui est mort, et qui était quand même assez méchant de la part de Lacan, il faut bien le dire, puisqu'il épinglait quand même le rapport de Derrida à la mort, qui est quand même fondamental dans son œuvre, qui est obsédante dans toute son œuvre,
absolument plus qu'obsédante, envahissante, et qui était de lui dire que vraiment, vous avez parlé à votre fils d'une façon telle que ça ne pouvait pas trop l'aider dans la vie. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un point d'histoire, mais c'est pour dire que combien a été douloureux le rapport de Derrida avec la psychanalyse et précisément avec Lacan. Je reviens, il faudra quand même donner la parole à tous ceux qui sont là, parce qu'on n'est pas là pour monologuer et pour dialoguer tous les deux comme si on était dans une bulle. J'aimerais bien que nous puissions quand même élargir le débat, la dispute, pourquoi pas. Tout à fait. Quelqu'un veut-il... Isor. Toi, tu as déjà lu le livre, alors? Ah. Ouais. Merci. Moi, ma question porte si tu sais par hasard si Lacan s'est intéressé par une autre forme d'écriture, comme les anciennes écritures, comme l'écriture phénicienne, araméenne, etc. Et aussi, enfin surtout égyptienne, parce qu'on sait que le signifiant marche d'une certaine façon, et pas du tout comme dans notre écriture. Et je voulais savoir si, je dirais que l'écriture égyptienne, c'est un peu aussi comme un rébus égyptienne, donc les hiéroglyphes, et donc je me demandais si Lacan s'était un peu penché là-dessus, justement, ou pas du tout. Si tu t'en sais quelque chose. Mais tout à fait, Lacan s'est beaucoup intéressé à toutes sortes d'écritures, et en particulier à la question du cartouche égyptien, c'est-à-dire de la question du nom propre dans les hiéroglyphes. Il a vraiment beaucoup attiré l'attention sur cette fonction du nom propre, comme étant ce à partir de quoi Champollion a pu déchiffrer les hiéroglyphes. C'est grâce à ça qu'il a pu arriver à déchiffrer les hiéroglyphes. Et puis Lacan c'est bien sûr souvent référé à la question des recherches des linguistes et des philologues sur l'origine de l'écriture, sur comment l'homme a commencé à écrire, comment il a fait pour se mettre à écrire bien avant l'invention de l'écriture, parce que l'invention de l'écriture, elle remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ, elle remonte à l'époque, disons, des Sumères et des Babyloniens. Et là, c'est là que les écritures cunéiformes sont apparues, et puis l'écriture des hiéroglyphes. Mais bien avant, c'est-à-dire à l'époque magdalénienne, à l'époque de 50 000 ans avant Jésus, 50 000 ans à l'époque de la grotte Chauvet, l'homme faisait des marques sur des os, sur des petites pierres, sur des os, des marques, des traits comme ça. Et c'est comme ça que Lacan, au début, s'est intéressé à la question du signifiant comme trait unaire, uniquement une barre, un trait coloré ou pas, aligné. Ça, c'est là qu'il repère la question de l'origine, de la trace du signifiant, qui est, à partir de là, il va revenir sur sa façon de penser la question de cette origine en développant cette thèse dans un texte qui s'appelle Liturater, qui a écrit à partir d'un voyage qu'il a fait au Japon, où là, ça a remis en cause pour lui la question même de la trace originelle, de la trace écrite. Mais c'est pour te dire que chez Lacan, il a toujours prêté beaucoup d'attention à ce qui, dans le monde actuel, concerne qu'est-ce que c'est que l'écriture, d'où vient l'écriture, et quel est le rapport de l'écriture avec la parole. Qu'est-ce qui fait que l'écriture change tout? Par exemple, il n'y aurait pas de logique sans écriture. On ne pourrait pas faire de la logique s'il n'y avait pas
l'écriture si on n'était que dans des langues parlées, hein. Donc, l'écriture est absolument fondamentale. Et elle change tout de notre rapport au réel. C'est ça qui est important. En fait, il y a une période où je travaillais l'alphabet phénicien et j'ai vu que dans l'alphabet phénicien, il y avait par exemple le M qui était carrément une vague en fait, et que le A, par exemple, dans l'écriture phénicienne, représente un bœuf. Et c'est assez étonnant comme on voit que le dessin en fait représentait la chose. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Et surtout, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le M, où c'était des vagues en fait à l'époque qui étaient représentées, qui étaient qui eux-mêmes venaient de l'écriture cunéiforme. Et donc il y avait plusieurs formes d'écriture qui venaient aussi de l'écriture araméenne. Du coup, c'est des descendances et on sent aussi qu'il y a une logique en fait. Parce qu'on est passé de l'écriture cunéiforme après à l'écriture phénicienne. Après l'écriture phénicienne, il y a eu ce qu'on connaît, donc les Grecs, les Latins, etc. Et on sent qu'il y a quand même une logique qui garde la même, quoi. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. Très intéressant. Voilà. Mais après, bon, voilà. Ça, c'est l'écriture idéographique. C'est-à-dire, il y a la question de l'écriture formée de lettres qui sont des idéogrammes. C'est-à-dire, c'est une idée qu'on essaye de représenter dans la trace écrite. C'est une idée, voire même un concept, une notion d'un être vivant, de ceci, d'un animal, d'un objet. Et puis, avec le chinois, c'est pas une écriture idéographique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une écriture logographique. C'est-à-dire ce que l'écriture du caractère chinois représente, c'est pas une idée, c'est un mot. À tout caractère chinois, il y a un mot, voire plusieurs mots, puisque ça dépend du ton avec lequel on le dit. Donc ça, ce sont des choses qui apportent une autre façon de penser la psychanalyse, l'inconscient, c'est-à-dire le signifiant. C'est pour ça que Lacan a trouvé quelque chose qui lui a mis la puce à l'oreille, si je puis dire, sur ce que c'est qui est fondamental pour se faire une idée de comment ça marche, l'inconscient, hein, avec des signifiants. Mais c'est quand même bien après avoir appris une première fois le chinois, en 71, que Lacan s'y remet à nouveau plutôt longuement, qu'il va conclure définitivement sur la primauté du signifiant et de l'écriture. Tout à fait. Oui, oui. La première fois, donc c'est avec un grand professeur de chinois qui s'appelle Demiéville, le professeur Demiéville, qui a beaucoup apporté en France sur la transmission de la langue chinoise. Et la deuxième fois, en 1971, c'est avec François Cheng. Il est allé voir François Cheng, qui était un Français implanté en France, à Paris, et qui quand même écrivait de très belles choses. Et il a eu, disons-le, un transfert avec François Cheng qui a fait qu'ils se sont mis tous les deux à se rencontrer chaque semaine, voire tous les jours à certains moments, pour Lacan, lui demandant de lui expliquer le chinois, mais aussi la pensée chinoise, c'est-à-dire la pensée taoïste, la pensée des grands penseurs canoniques de Confucius et de Mencius et bien d'autres, pour comprendre comment fonctionnait la pensée chinoise à travers l'écriture. Et donc ce rapport de Lacan avec François Cheng a été quelque chose de très très important dans l'évolution et les avancées de sa pensée à cette époque-là, y compris jusqu'au nœud borroméen, qui n'est pas sans rapport avec cette question de l'écriture, justement. C'est ce qu'on comprend en te lisant. Jean-Claude. Oui, merci beaucoup, Michel. En t'écoutant, j'étais en train de me dire que, en quelque sorte, il s'agit d'une interprétation tonale de signes, l'écriture chinoise.
c'est une interprétation tonale de certains signes. C'est-à-dire, un signe représente plusieurs mots, en quelque sorte. Cependant, je suppose que si on parle une langue, en fonction de ces interprétations tonales, et que l'on fonde cette diversité de mots, c'est selon un certain code. C'est-à-dire, il y a un code intimant de prononcer tel signe de telle ou telle manière pour que ça veuille dire telle ou telle chose. Là, ce faisant, on s'éloigne un petit peu de quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'accent du ton originel, si tu veux, du haut dont tu parlais tout à l'heure. C'est pas tout à fait pareil. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais en dire de ce truc-là? Tu sais, Lacan a beaucoup attendu, espéré de la linguistique. Hein, et de Jacobson, tous essentiellement. Pourquoi? Parce que Jacobson a découvert la fonction poétique du langage, qui intéressait beaucoup Lacan. C'est la question de la fonction poétique, pas la fonction communicative. Hein, c'est la poésie qui l'intéressait, Jacobson. Or, qu'est-ce que dit Jacobson? C'est que Jacobson est un spécialiste de la phonologie, c'est-à-dire du phonème, c'est-à-dire l'élément premier de la structure du langage comme étant composé de phonèmes. Hein, un certain nombre de phonèmes. Ces phonèmes, explique Jacobson, ont une fonction essentielle dans la charpente phonique du langage. C'est-à-dire que le phonème est discriminant et une fonction discriminatoire. C'est-à-dire il permet de discriminer le sens. C'est-à-dire en fonction du phonème, on peut différencier tel et tel sens. C'est ça la thèse fondamentale. Mais la fonction poétique est différente. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas, elle se fiche pas mal de discriminer. Elle détermine le sens. Donc ça, je trouve, c'est une trouvaille extraordinaire de Jacobson, hein, de comprendre que la poésie, c'est à partir du phonème déterminer le sens. À partir d'un son. Un son détermine un sens. Non pas différencie, détermine. C'est ça la poésie. Hein? Mais là où Lacan n'est pas satisfait de ça et s'éloigne de la linguistique, c'est parce qu'il découvre avec le chinois que c'est autre chose qu'il s'agit. C'est-à-dire, ce n'est pas le son qui détermine le sens, c'est le ton. C'est la tonalité. Et ça, c'est tout à fait différent. Et là aussi, c'est une autre façon de penser la poésie. La poésie chinoise est une poésie du ton, de la tonalité. C'est une poésie tonale, très différente de notre poésie à nous. Et c'est ça qui a retenu Lacan. C'est la question du ton comme étant créateur de poésie. De sorte que, je te dirais, je ne dis pas dans le livre ça, que un caractère chinois, est un poème. Tout caractère chinois est en puissance un poème. C'est ça quand même qui est tout à fait précieux dans l'approche de l'inconscient à partir de l'écriture chinoise. Tu vois ? Je te remercie pour ta réponse qui est très claire. Juste, c'est le caractère qui est un poème ou c'est le ton qu'on y donne qui fait poème? C'est le ton qu'on lui donne, bien sûr.
C'est-à-dire, c'est un poème chantonné, modulé. Tout est dans la modulation. Tout est dans le vocatif. Tout est dans la voix. Tu comprends ? C'est ça qui est fondamental. Et il suffit d'entendre parler les Chinois. Moi, quand j'ai fait le séminaire, j'avais un traducteur extraordinaire. Hein. Alors vraiment un type qui, mais vraiment traduisait au fur et à mesure que je parlais chaque phrase. Hein. C'était pas facile quand même à me traduire. Hein. Même en français. Même en français. Mais alors là, c'était encore pire. Mais là, écoute, il était incroyable. Et puis avec une modulation, on aurait dit une musique, pas une musique, un chantonnement. Le plaisir d'entendre parler chinois, je l'ai découvert là. Le plaisir d'entendre quelqu'un parler chinois et te traduire. C'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, c'est formidable, cette façon d'essayer de traduire, quoi, qui n'est pas du tout académique, justement, universitaire. Alors bon, le chinois, c'est quoi ? Il y a 2 citations dans mon livre, Picasso et Gainsbourg, au début. Hein ? Bon. Gainsbourg, qu'est-ce qu'il dit ? Les femmes, c'est du chinois. Les comprenez-vous ? Moi pas. Bon, il a bien raison. Ça ne l'a pas empêché de les baiser. Au contraire. Il n'y a pas besoin de les comprendre pour ça. Oui. Oui. Il y a une question qui me fracasse là. Ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, Michel, hélas. Quand Lacan dit qu'il est lacanien, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Tu vois ? Qu'il n'est pas freudien, qu'il est lacanien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Bien sûr, c'est une question. Est-ce qu'il veut dire qu'il est lui-même ? Enfin, moi, spontanément... Non, ça veut dire qu'il se détache de Freud. Non, mais d'accord. Ça veut dire qu'il se détache de Freud. Pourquoi il dit qu'il est lacanien ? Qu'il se reconnaît comme apportant quelque chose qui lui est propre à la psychanalyse et qui ne vient pas de Freud. Et qui vient de sa façon de se saisir du signifiant. C'est ça. Non seulement du signifiant, mais de l'objet. L'objet petit a. C'est très gonflé. Ben oui, d'ailleurs, même à la fin de sa vie, quand il est allé à Caracas, son dernier voyage à Caracas, où il est allé rencontrer les Vénézuéliens, il leur a dit, écoutez, je viens chez vous parce que je sais que vous n'êtes pas écranté par ma personne et que peut-être ça facilitera la transmission de ce que j'essaye d'enseigner. Je viens chez vous justement parce que je pense que quelque chose que je ne peux pas réussir à faire en France, par exemple, parce que justement ma personne vient écranter ça, est possible du fait même que vous n'avez pas fait une analyse avec moi, vous ne m'avez pas connu en tant qu'analyste, vous ne me connaissez qu'en tant que lecteur. C'est-à-dire, vous me lisez, ou vous essayez de me lire. Eh bien ça, il a dit, c'est la chance que la psychanalyse puisse continuer au-delà de moi, la psychanalyse lacanienne. C'est s'il y en a encore qui veulent se frotter à me lire. Alors quand je dis la phrase de Picasso, l'autre phrase de Picasso qui avait une de ses admiratrices qui lui disait « Oh maître, je suis vraiment navré, mais je ne comprends rien à votre peinture. » Picasso lui dit « Mais ma chère, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous connaissez le chinois ?» Elle lui dit « Non. » Eh bien, ça s'apprend. Donc là, la question, c'est ça. Si vous ne voulez pas me lire, c'est du chinois ce que j'écris. Mais si vous voulez
faire l'effort d'essayer de me lire, ben là, peut-être que vous pourrez apprendre le chinois. Alors, je n'ai pas encore lu votre livre, enfin le début, le tout début. Voilà, j'en suis là. Ce soir, là, en vous écoutant, une question me vient sur... alors, je vais la formuler comme je peux. Hein. Finalement, par rapport à ce que Lacan a appris avec le chinois, notamment, bon, quand même ce retour en 71 avec Cheng, quand il écrit son séminaire de ce moment-là, finalement, quelle a la plus forte incidence sur sa façon de pratiquer la psychanalyse à partir de ce qu'il a découvert de cette fonction de phonation et du ton qui peut effectivement prendre une place importante. C'est une question. Je ne sais pas vraiment quelle est l'incidence que ça a pu avoir sur lui, comment on peut l'évaluer, comment on peut essayer de s'en faire une idée. Mais il me semble que ces années-là, qui sont les années des séminaires d'un discours qui ne serait pas du semblant, essentiellement, ou pire. L'insu. L'insuccès de l'une bévue. C'est-à-dire les derniers séminaires de Lacan, là où il parle beaucoup du nœud borroméen, bien sûr, de la logique aussi. Mais là, il me semble que Lacan est pris par une question sur le réel. C'est comment la psychanalyse peut-elle opérer au niveau du réel du par-l'être, du réel de l'inconscient. Donc c'est une question qui ne cesse de le tarauder, qu'il essaye de traiter de différentes façons, mais au moment même où il revient vers le chinois, par ses entretiens avec François Cheng, et la question de la poésie chinoise, tout spécialement, c'est ça qui l'intéresse, non seulement de la poésie chinoise, mais de la pensée chinoise. La pensée qui s'ancre dans quelque chose de très lointain, qui remonte à 3000 ans, quoi. Et quand il ne cesse d'interroger François Cheng sur les fondateurs de la pensée chinoise, qui sont Confucius, Lao Tzu. Et là, ce qui l'intéresse aussi, c'est pas que l'écriture chinoise, que la question du caractère, de l'écrit. C'est la question de la pensée chinoise qui est si différente de la nôtre, totalement différente. Là, il cherche quelque chose qui touche à l'objet petit a, si tu veux. C'est comme ça que je le pense, à savoir que dans le taoïsme, dans la pensée de Lao Tzu, c'est-à-dire la pensée du vide, essentiellement, du vide médian, comme on l'appelle. Chez Lao, c'est la question du vide suprême et du vide médian. C'est la question de l'objet qui est en jeu. Et c'est ça qui le taraude, qui l'intéresse. C'est la question de cet objet flottant, insaisissable, qui oriente le langage et la question de la psychanalyse, de l'acte analytique. Il me semble que c'est ça qui a fait un peu bouger Lacan, c'est ce que apporte de différent le taoïsme, la pensée. D'ailleurs, c'est ce dont parle dans sa thèse ce cher professeur qui m'a invité, Pan Heng, qui m'a invité. Il fait toute une thèse sur l'objet taoïque, l'objet du taoïsme, en disant que c'est un précurseur de la pensée de l'objet petit a chez Lacan. C'est quand même ça. Il avance cette thèse, que je trouve très, très, très audacieuse, que Lacan a eu idée de l'objet A en apprenant le chinois.
C'est l'idée de ce type qui est remarquable. Sa thèse est magnifique. Très beau travail. Donc, tu vois, il y a quelque chose de l'objet petit a que cherchait à approcher Lacan et dont peut-être, je dis, il a eu quelques lueurs, quelques lueurs à partir de son expérience de ce que c'est que parler chinois. Apprendre à parler chinois. Il me semble que c'est plutôt ça. Oui, merci pour ce développement tout à fait passionnant. Oui. Ça éclaire un peu parce que cet objet-là, du début jusqu'à la fin, il est central dans le neuroméen aussi. Absolument central. Et c'est vrai que bon. C'est en quoi il est lacanien. Ah oui. C'est parce qu'il a inventé l'objet A qu'il est lacanien. Lacan. Oui. Et la question de l'interprétation aussi. Puisque c'est dans l'insu qui va soutenir que l'interprétation doit être poétique. Exactement. Ou ne plus être. Oui. Et ce que je veux souligner par rapport à ce que tu apportes dans ton livre et qui devient extrêmement limpide, c'est en quoi l'interprétation vient faire coupure, mais d'une façon qui redouble la bande de Mébius pour détacher efficacement, tu dis extraire l'objet A. Et on a vraiment, j'ai le sentiment qu'on saisit vraiment comment par l'opération du langage, l'objet petit a se constitue comme perte. Je crois que c'est vraiment un point d'appui dans ton livre qui est imagé cette fois-ci. Imagé parce que tu passes par la topologie. Et c'est là où on s'est dit, mais ce Lacan, il navigue dans deux mondes à la fois. Deux mondes à la fois, la topologie, le chinois, et il arrive à concilier les deux d'une façon qui nous laisse bouche bée quand même. Hein. Oh. Mais tu vois, je trouve que tu as trouvé un nouveau signifiant en faisant un verbe de topologie. Topologiser, tu as dit, hein, à la fin de ton texte. Topologiser, je trouve qu'il est bien choisi parce que c'est une question de verbe. La topologie, c'est pas une question de nom commun ou de nom propre, c'est une question de verbe, c'est-à-dire d'acte. La topologie, ça se topologise. Dans l'acte analytique, c'est l'affaire du psychanalyste. Il ne va pas faire de la topologie comme on fait des travaux appliqués, comme on fait des petits dessins pour s'entraîner. Non, c'est dans sa pratique qu'il a essayé de topologiser, c'est-à-dire de mettre en acte son rapport à l'objet topologique qui est en jeu dans une cure, dans l'inconscient. C'est vraiment une question de verbe actif. L'objet, ça se topologise dans la pratique, dans l'acte même de mettre en acte le discours analytique. Il me semble que c'est ça. C'est une question vraiment, non pas d'appliquer la topologie, comme on fait des applications, non, c'est de la pratiquer. La pratique, c'est la pratique de la coupure, mais dont on ne peut pas rendre compte très facilement, comme tu le sais bien. On ne peut pas expliquer ce que c'est qu'une interprétation comme coupure. Ça ne s'explique pas, justement. Ça ne s'explique pas. Qu'est-ce qui se passe quand l'analyse a un effet de coupure? Tu peux raconter ce que tu veux, tu ne vas pas l'expliquer. C'est dans la passe que ça peut se comprendre. Quelqu'un veut encore réagir, poser une question? Alors, concernant cette O, ou cette... moi je fais le parallèle avec le A, qui justement peut tout vouloir dire selon où on place le A par rapport au H. Et je fais le parallèle également avec la prosodie dans les langues occidentales,
qui est la prosodie, une symphonie, pas du phonème, mais du mot, quelque part. C'est-à-dire qu'en fonction de la tonation qu'on va vouloir donner, du message qu'on va vouloir passer, je suis désolé, je vais être un peu direct, hein, mais quand on interpelle un ami ou quand on insulte quelqu'un, on peut utiliser le même signifiant sans utiliser le même signifié, justement grâce à cette prosodie. Et là où j'en reviens donc à cette tonation dans le chinois, où est-ce qu'on ne peut pas l'apercevoir justement comme une contraction liée aussi à la contraction idéogrammique? La question, on peut la poser de différentes manières, mais comment parle-t-on sur le divan, par exemple? Comment un sujet, dans une cure, parle quand il s'allonge sur le divan? Il ne parle pas comme il va parler quand il est debout, ou quand il discute éventuellement avec l'analyste à la fin de la séance, ce qui peut quelquefois arriver, ou quand il parle bien sûr ailleurs. Non. Comment chacun, et c'est très différent, très très différent de l'un à l'autre, parle quand il est sur le divan. Mais là, il y a la question du ton, de la tonalité. Là, il y a la question de la prosodie. Là, de la monotonie aussi. Parce que c'est souvent très monotone comment parle un sujet. Malheureusement. Mais la question est là. C'est quel est l'effet du discours analytique sur la parole d'un sujet parlant, en place analysante. Quel est l'effet? Quel est l'effet ou pas? Parce que ça peut avoir ne pas d'effet. Mais est-ce que ça change quelque chose à sa façon de parler? Est-ce que ça le fait s'emporter? Est-ce que ça le fait balbutier, murmurer? Il y a tellement de variétés de la façon de parler, de façon audible, voire inaudible. Il y a des analysants inaudibles. Il faut vraiment tendre l'oreille, et encore. Donc là, c'est là que se joue la question du rapport à l'objet A. C'est là qu'il se joue, dans la façon de parler, de s'exprimer, comme on dit, quoi. Une petite dernière alors. Ça s'adresse à toi. Donc par rapport à l'énonciation dont tu avais évoqué sur le livre Ça parle, et donc sur l'intonation, sur est-ce qu'il y aurait un lien ou pas sur l'énonciation justement de l'analyste, l'intonation qu'on peut mettre, en tout cas, dans l'analyse, comment il peut avoir une petite intonation dans ce qu'il reprend justement de l'analysant et du coup de son dire. Et ce serait en fait la question si justement l'intonation pourrait changer quelque chose aussi chez le sujet analysant. Oui. Donc oui, est tout à fait parlant. Je dirais que là, on est du côté, donc tu poses la question, non plus du côté de l'analysant, mais de l'analyste. Intéressant. Oui, il y a des analystes parleurs, et il y a des analystes muets, ou taiseux. Je suis plutôt de ce côté-là. Les analystes parleurs, j'en connais, pas beaux parleurs bien sûr, parce que c'est plus les analystes, mais qui parlent à leur analysant. Là aussi, il y a à s'intéresser à comment ils leur parlent, comment ils parlent à l'analysant, et qu'est-ce qu'ils cherchent à leur dire. Alors, à interpréter, pas forcément. Ou alors l'analyste qui interprète à tour de bras, là c'est pas très lacanien. Hein, c'est plutôt l'analyste jungien ou freudien, hein, qui après chaque séance commente, fait son petit commentaire, son résumé, voilà. Ah, vous avez dit ça, oui, vous avez parlé de ça, oui, là, ça, c'est intéressant, oui. Bon, ça, c'est l'analyste qui fait de l'association libre, là, tu vois, c'est plus analysant, quoi. Bon,
on va pas rigoler là-dessus, c'est pas la peine. Mais la question aussi, là, c'est l'énonciation dont tu parles. L'énonciation. Qu'est-ce que l'énonciation de l'analyste? Mais oui, c'est une vraie question. Est-ce que l'analyste a une énonciation? Certainement. Mais l'énonciation, encore une fois, c'est un concept linguistique, là aussi. Hein. Mais rappelons-nous que Lacan a quand même dit ce que je préfère, c'est un discours sans parole. Pour le discours analytique, ma préférence, c'est un discours sans parole, pour l'analyste. Hein. Donc Lacan était, d'ailleurs, moi, dans mon expérience d'analysant, je ne peux pas dire que Lacan était un bavard. Hein. Vraiment, mais ça ne veut pas dire qu'il ne me disait rien. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire sans parler, hein, sans être bavard. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on peut dire qui fait mouche, hein, qui fait coupure, donc, qui a l'effet de coupure, sans être un bavard. C'est ça, pour moi, la vraie question du discours sans parole. Je voulais juste rajouter, parce qu'il me faut un petit moment pour arriver à élaborer ma réponse, mais je pense au silence dans le discours analytique que Lacan situe comme un semblant de déchet, d'une part. Et ensuite, je pensais à cette autre référence de Lacan dans l'insu, quand il définit l'interprétation analytique comme viser à faire entendre autrement ce que dit l'analysant. Ça veut dire que la marche, elle est très très mince. Il s'agit juste d'intervenir sur ce qui pourrait être entendu autrement, c'est-à-dire faire raisonner. Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ça ne devrait pas l'amener à être bavard. Jean-Claude veut dire quelque chose. C'est peut-être pour te répondre. Juste un petit mot, parce que je trouve que là, ce dont on parle ce soir, ça donne un éclairage autre sur la coupure. Parce que la coupure, c'est pas une technique. La coupure, c'est pas couper le sens, c'est pas se lever, faire silence. Une coupure, ça peut passer effectivement par un ton donné à un sens. C'est pas automatiquement hors sens une coupure, mais tout dépend effectivement du ton que l'on donne et aussi du ton qu'entend l'analysant. Parce qu'on sait bien, nous, qu'il y a parfois des interprétations qu'on fait sans le savoir. C'est-à-dire c'est l'analysant qui dit tiens, l'analyste a fait telle coupure, a dit telle chose. Alors que nous, on n'en savait rien au moment où ça s'est passé. Enfin voilà, je voulais juste faire cette remarque. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, vraiment, qui me paraît essentiel. Il faut sortir de nos préjugés sur la coupure. Hein. Je vais donner un exemple personnel de ma propre analyse. Une fois, il m'est arrivé de parler à Lacan, une séance, je ne sais plus ce que je lui disais exactement, je ne me rappelle plus, mais je lui parlais d'une femme. Une femme à l'époque avec laquelle j'avais quelques démêlés existentiels. Et Lacan se lève, qui faisait toujours des séances courtes quand même, se lève et au moment où je paye, je m'en vais, il me dit « Mon cher, c'est un contrôle ?» C'est un contrôle. J'en ai été scié. Vraiment, quoi ? Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je faisais un contrôle à propos de ma femme. Là, c'était ça une coupure. C'est ça une coupure. Ça me l'a coupé. Vraiment. Mais a coupé mon rapport à ce que je disais. C'est ça une coupure.
Il s'agissait à l'instant d'une rencontre avec le psychiatre et psychanalyste Michel Bousséroux autour de la parution de son ouvrage « Lacan, c'est du chinois ?» Pulsion, fantasme, structure aux éditions Nouvelles du Champ Lacanien, enregistré à la librairie Ombre Blanche, vendredi 3 avril 2026 et réalisé mise en onde par Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.